Adèle Exarchopoulos. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous tenez le premier rôle du film Rien à foutre de Julie Lecoutre et Emmanuelle Mar. L'histoire d'une hôtesse de l'air ultra low cost qui enchaîne les vols comme les histoires sans lendemain. Mais d'abord, quel titre? Rien à foutre. C'est rien à foutre de quoi? Je pense que c'est vraiment le titre, il incarne plus la mentale et la morale de Manu et Julie. De se dire justement on va pas être dans les normes, etc. On va l'appeler Rien à foutre parce que c'est quelqu'un qui essaye de se libérer de toute forme de capitalisme ou de... Enfin, en tout cas, c'est leur vision à eux, ce regard-là qui porte sur les gens. Après, je pense que c'est ça aussi le sens de ce film, c'est que c'est quelqu'un qui se convainc qu'elle en a rien à foutre de la chair, de vivre des choses profondes, mais que finalement c'est quelqu'un qui s'est construit dans le manque d'amour et qu'elle n'en a absolument pas rien à foutre. Mais comme dans la vie d'ailleurs, moi souvent quand je dis mais je m'en fous, c'est les moments où ça compte parfois le plus en fait. Votre personnage, il est dans une certaine précarité. Cette précarité, est-ce qu'elle vous parle, sachant que vous avez longtemps travaillé dans une gare à Bercy, votre père enchaîne 3 boulots et vous avez dit récemment « S'il faut mettre du beurre dans les épinards, j'irai travailler à Franprix, il n'y a pas de problème ». Aujourd'hui, c'est vrai que je me sens privilégiée. Le premier privilège, c'est surtout de faire un métier que j'aime, chose qui est rare pour les gens de mon âge. Je sais à quel point c'est compliqué, à quel point il y a des gens qui font un certain nombre d'études et qui aujourd'hui galèrent à trouver un travail. Après, c'est vrai que les conditions d'hôtesse de l'air dans une compagnie low cost, j'étais loin de m'imaginer cette réalité et de m'y confronter. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est un film qui est très immersif, il y a quelque chose où j'ai dû passer une formation. La moitié des gens qui m'entourent sont des gens qui jouent leur propre rôle, donc il y avait quelque chose qui était presque de l'ordre du documentaire. La précarité, ça me parle forcément grâce aux gens que je choisis ou à mon éducation, cette forme de modestie, mais je trouve surtout que le cinéma, ça sert à ça. C'est poser un regard sur des gens, en fait, mettre en lumière des choses des gens qui n'ont pas forcément la parole, et c'est rendre justice à ces histoires-là, et c'est ça que je trouve attrayant. En fait. Closer again? No, come on. Would you like some coffee? Again? Would you like some coffee? Okay, you smell alcohol. Yes or not? I don't know. You don't know? You don't know if you drink or if you smell alcohol? You make a party yesterday? No. No. No, I didn't feel so good, so I had one glass. L'une des questions que pose le film, c'est l'accès, le droit à la tristesse. Comment on affronte le deuil et la tristesse aujourd'hui? Je pense que c'est la clé du personnage, le manque d'amour. Moi, je sais qu'il y a une scène où elle est avec un garçon qu'elle a rencontré sur Tinder. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, on le voit pas. Mais après, elle est dans ses bras, il lui dit vas-y, je vais me doucher. Et elle lui dit mais tu veux pas rester 5 minutes? Je pense que c'est quelqu'un qui s'est construit là-dessus. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère. Imaginer la perte de cet amour-là, je pense que c'est quelque chose de... on ne remplace jamais l'amour d'une maman finalement, et je trouve que le deuil, le plus difficile c'est pour ceux qui restent, et que c'est le genre de drame où quand t'as beau être entouré, t'es très seul en fait finalement dans un deuil. Puis surtout la réaction des gens face à ça, souvent quand on a quelqu'un d'endeuillé autour de nous, on ne sait pas si justement il faut lui rappeler ça ou ne pas lui en parler. Il y a comme presque quelque chose de presque qui est de l'ordre pas du déni mais du malaise. Des fois dans un deuil c'est dur, on cherche des mots alors que c'est plus des gestes. Il y a tout un truc un peu maladroit autour du deuil, et là c'est vraiment une jeune fille qui, suite à ce deuil-là, fuit tout de suite, et dans une forme de déni et s'anesthésie avec beaucoup de fêtes, un petit peu de drogue et des relations sans sens en fait. Emmanuelle Mar, l'un des 2 co-réalisateurs, vous a choisi pour, je cite, votre capacité à vriller tout à coup. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Franchement, je sais pas. Je pense qu'un premier film, et c'est peut-être ça qu'on a ressenti tous les deux parce qu'on s'est choisis, je pense qu'un premier film, on est tous là pour les bonnes raisons. Il y a quelque chose où tu es obligé d'avoir la foi en un premier film. Dans le sens où c'est une promesse, tu sais pourquoi les gens sont là, encore plus quand c'est aussi sauvage, encore plus quand on est 4. Sur le plateau, on était quand même très peu. Donc il y a quelque chose où c'est vraiment une aventure, c'est une promesse de se dire t'y crois, vas-y moi aussi, vas-y viens on y va. Après vriller, je sais pas. Spontanéité peut-être? Ouais, sûrement. Jeunesse aussi? Ouais, encore un petit peu, ouais.
On vous a vu faire le singe dans La Flamme, on vous retrouve en semi-débile quand même dans Mandibule de Quentin Dupieux, et là on vous retrouve dans ce rôle d'hôtesse de l'air un brin prolo. Comment est-ce que vous gérez cette image, pas toujours flatteuse, il faut le dire, de vous-même? Moi, je vais être super honnête. Je m'en fous d'être moche dans les films parce que voilà, c'est un personnage. Quand tu incarnes un personnage, tu incarnes sa peau, Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ma tête, n'en rien à foutre parce que je me maquille moi-même en hôtesse de l'air et sinon, c'est vraiment ma tête. Après, je vais me casser la tête sur la promo à dire je vais pas y aller comme dans le film quand même, etc. Je vais me faire mignonne. Mais j'ai pas un rapport à l'image où j'ai un rapport à l'image où évidemment, moi, c'est vraiment dans les yeux de ceux que j'aime que ça compte le plus ou que je vais être le plus pudique en fait. Pas trop dans mes rapports au personnage et je trouve ça très important. Et puis, quand quelqu'un commence à se regarder, tu le vois en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression de le voir quand au cinéma, je me dis putain, c'est comme si elle savait quel était son bon profil, comme si. Et je trouve qu'un rôle, c'est forcément s'abandonner à quelque chose. Et pour s'abandonner, la dernière chose à laquelle je pense, franchement, c'est le physique. Vous retrouvez Cannes 8 ans après la Palme d'Or, votre Palme d'Or pour La vie d'Adèle. Vous êtes revenu plusieurs fois à Cannes entre-temps. Mais ça vous fait quoi de revenir ici? Vous avez votre passe sanitaire? J'ai mon passe sanitaire. Ça me fait... Il y a toujours une forme de nostalgie où quand j'arrive, je me dis putain, c'était bien. Quand je suis arrivée, je connaissais rien. J'étais complètement insouciante, je me rappelle. Moi, ce qui rythme mes Cannes et qui les marque, c'est que je viens souvent avec des amis à moi qui n'ont rien à voir, qui restent dans ma chambre, on se calcule pas la journée, on se retrouve le soir. Et c'est ce qui compte le plus pour moi. Mais forcément, c'est lié à un grand souvenir, Cannes, pour moi. C'est un peu là où beaucoup de choses ont commencé. Est-ce que vous aimeriez retravailler avec Abdelatif Kechiche, le réalisateur de La vie d'Adèle? Franchement, je serais incapable de lui dire non, dans le sens où je me suis rarement sentie aussi libre sur un plateau, en fait. C'est lui qui a fait celle que vous êtes aujourd'hui? C'est sûr que c'est lui qui m'a donné le rôle, qui m'a donné ma chance, en tout cas, ça c'est sûr. Vous revenez aussi à Cannes pour un autre film. Il s'agit de Bac Nord de Cédric Jiménez, présenté donc hors compétition. Quel genre de tournage c'était? Ça, c'était trop bien. Moi, j'ai un rôle secondaire. Vraiment, les personnages principaux de ce film, c'est Karim Leclou, Gilles Lelouch, François Civil, qui sont merveilleux. Je trouve que c'est un film inspiré de faits réels, mais qui est vraiment... Il y a tout un fond sociétal, mais qui reste un grand film d'action. On sent que c'est quelqu'un qui connaît Marseille, qui sait ce qu'il filme. Ça parle aussi d'une fracture sociale, de gens qui essayent de croire en leur métier, mais qui perdent un petit peu la foi. Et je me rappelle que c'était un tournage très, très, très joyeux, en fait. Très joyeux, beaucoup dans le travail, et puis qu'il a réussi malgré le... Enfin, voilà, c'est un film de divertissement. Mais en même temps, il y a des scènes banales du quotidien entre ces trois hommes qui sont dans une voiture toute la journée. Ils font partie de la BAC Nord, du coup, des quartiers de Marseille. Et je trouve ça... Franchement, je suis super fière d'être dans ce film. Ma parole, on aurait dû prendre ce fric. T'es con ou quoi, toi? Bah quoi? Le rouquin, il gêne pas pour servir. Toi, Navarro, tu dis rien. Arrête, bébé. Qu'est-ce que je dise? Il est con, voilà, c'est comme ça. Pourquoi je suis con? T'es con. Non, mais allez-y, franchement, faites les gangsters. Hein. Arrête, bébé, là. Non, mais c'est vrai. Ça y est, moi aussi, je veux la vie de Tata Escobar. Je suis en Yas Merguez, je veux des jet skis, je veux qu'on me donne des langoustes dans la bouche, rouler en BM, comme Grace Kelly. Comme ça, tu t'achèteras un petit fer à lisser. Travailler avec Gilles Lelouch, c'était comment? Gilles, c'est un grand acteur pour moi. Il y a une scène dans ce film où il dit une phrase et... C'est pas comment il l'a dit, en fait, c'est comment il la vit. Donc pour moi, Gilles, c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut s'abandonner à tous les rôles, en fait. Vous faites partie d'une nouvelle génération d'artistes qui s'expriment sur des sujets de société en France. Je pense aux violences policières ou à la lutte contre le racisme. Ouais. C'est important pour vous? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose où voilà, les réseaux sociaux, ils ont fait des formes d'injustice qui existent depuis la nuit des temps, deviennent maintenant indéniables. Par exemple, George Floyd, ce qui a changé, c'est que on voit quelqu'un mourir sous nos yeux et on ne peut plus contester, en fait. Les gens ne peuvent plus être dans le déni. Donc je trouve que dans les médias en général et dans les réseaux, il y a forcément une force de frappe. Après, elle peut être dangereuse quand on en vient à trop juger. Elle a posté ça, mais elle poste pas... Enfin, moi, par exemple, quand on me demande pour quelle cause tu es, pour toute forme d'injustice, en fait, que ce soit quelqu'un qui n'a pas eu de l'empathie, que quelqu'un qui a... Enfin, pour toute forme d'injustice aussi terrible qu'elle soit, mais je pense que le plus important, c'est surtout ce qu'on fait dans l'ombre et qu'il n'y a qu'en ayant chacun une remise en question individuelle qu'on arrivera à une prise de conscience collective. Donc pour moi, ce qui compte le plus, c'est ce que les gens font dans l'ombre, c'est les conversations qu'on va avoir avec nos amis pour ouvrir les yeux, pour essayer de changer les choses, et j'ai foi en le collectif. Après, les réseaux sociaux, je trouve ça aussi important
que dangereux parfois. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de la désinformation, parce qu'aujourd'hui les gens se perdent vachement dans une forme de reconnaissance virtuelle, parce qu'on se juge très facilement, parce qu'on oublie de contempler, on oublie de partager, parce que ça met quand même une grande barrière entre nous et notre humanité parfois. Mais vous, c'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux? Alors franchement, j'ai un grand second degré avec mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est absolument pas mon journal intime. La moitié des photos que je poste, quand je les poste, je suis en jogging en train de manger des nuggets, c'est de me dire mais quelle arnaque. Mais j'ai complètement conscience de savoir que je joue avec ça en fait, c'est jouer avec son image. Autant je peux défendre une cause que je peux défendre un premier film qui n'a pas eu forcément de lumière ou de presse. Mais ce n'est pas mon journal intime en fait. Dans le sens où c'est vraiment une version de moi-même que je décide de donner aux gens. Je joue avec les cartes que j'ai dans les mains, mais je joue comme moi j'ai envie d'y jouer. Mais je posterai jamais mon fils, je posterai jamais ma vie, je dirai jamais ce que je ressens, comment je me sens. Parce que c'est pas. Parce que j'en ai absolument ni l'envie ni le besoin. Pour revenir sur vos engagements, vous avez manifesté pour Adama Traoré, qui est mort dans une cour de gendarmerie à Beaumont-sur-Oise. Pourquoi vous avez marché, manifesté pour soutenir cette cause? Parce que je pense que c'est une lutte qui dure depuis très longtemps et que quand individuellement quelqu'un dans la quelconque forme de métier fait une grande erreur, bah, c'est toute une institution qui est entachée et que tout le monde doit se remettre en question. Et du coup, tout simplement parce que je trouve ça important. Je trouve ça évident en fait. C'est comme quand on me dit est-ce que tu es féministe? Pour moi, être féministe, c'est être juste humaniste, donc oui. Vous parlez de féminisme, vous êtes devenue mère à 23 ans. Est-ce que vous avez déjà subi des réflexions, des critiques, ouais, sur le tournage? Plus que sur un tournage, hein. Je trouve qu'entre femmes en général, on parle beaucoup de féminisme, on est très peu à se soutenir. Moi, j'ai eu beaucoup de réflexions, soit sur la tétine, l'allaitement, enfin tout est sujet à... Ouais, mais des trucs nuls. Après, quand t'as la chance d'être bien entouré, il n'y a pas de problème en fait. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une fausse bienveillance parfois. Merci à vous, Adèle Exarchopoulos.